Bonjour à tous et bienvenue sur AGL Collab. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 1 du cours gratuit que je dispense sur YouTube à propos du modèle de machine learning nommé CatBoost. Donc, dans cet épisode 1, on va voir ensemble le système d'encodage interne à CatBoost, puisqu'il y a un système d'encodage qui est une fonction native en fait de ce modèle de machine learning et qui va tout simplement nous éviter de gérer nous-mêmes le problème des variables catégorielles puisque dans les modèles de machine learning, en fait, nos X, donc nos features, qui vont nous servir à faire de la classification, à prédire en fait un output, donc notre Y, et ben, ils doivent être sous forme numérique. Les formes str, les strings, ne sont pas prises en compte par les modèles. Donc pour ça, dans un premier temps, en fait, je vais vous montrer les différents systèmes d'encodage que l'on peut faire manuellement. Et du coup, c'est ce qui se passe quand on travaille avec des modèles comme XGBoost ou d'autres types de modèles de machine learning, random forest and so on, qui n'ont pas en fait de fonction d'encodage native. Voilà, on doit les traiter manuellement. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps tous ces systèmes manuels que l'on peut faire. Et ensuite, après, dans un second temps, on va voir ce qui se passe directement, automatiquement, quand on lance notre algorithme, enfin notre modèle CatBoost. Comment est-ce que lui va encoder avec son système bien particulier nos variables catégorielles. Et vous allez voir, c'est très important de comprendre ça parce que c'est vraiment la base de CatBoost et c'est un des points qui le différencie des autres modèles de machine learning et qui fait que du coup, il surpasse les autres modèles. Sur ce, on se retrouve sur mon écran. En description de cette vidéo, vous pourrez trouver le lien de ce write-up Kaggle, qui est du coup le résumé en fait enfin c'est là que ça va centraliser tous les notebooks qu'on va étudier dans tous les épisodes. Je vous l'avais déjà introduit dans la vidéo d'introduction. Dans ce write-up, vous avez notamment un lien vers la playlist YouTube complète. Donc là, il y a déjà la vidéo d'introduction dans laquelle je vous présente le dataset qu'on va utiliser. Je vous explique pourquoi est-ce que ce dataset est optimal pour étudier le modèle CatBoost, etc. Donc voilà, il y a la structure et tout en bas, vous trouverez voilà, Project Links. Donc chaque épisode, il y aura un petit notebook associé qui sera public et que vous pourrez aller visiter. Comme ça, vous pourrez consulter chez vous les codes, faire des copier-coller, les reproduire, etc. Donc dans un premier temps, on va s'attaquer en fait à notre dataset. On va utiliser notre dataset, je l'ai déjà téléchargé sur Excel et je vais vous montrer du coup les possibilités d'encodage manuel. On va commencer par ce qu'on appelle le label encoding comme type d'encodage. Donc là, vous voyez, on a certaines variables catégorielles, par exemple education, par exemple marital status, etc. Et le label encoding, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de mettre un numéro sur chaque catégorie. C'est-à-dire que là, sur chaque possibilité, sur chaque valeur de la variable. Donc là, divorce, ça va prendre 0. Ensuite, married, ça va prendre married AF, ça va prendre 1. Married civ, ça va prendre 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6. Là, vous voyez, on pallie concrètement au problème initial qui était d'avoir des strings à la place d'integers ou de nombres de floats, puisqu'on a en effet des chiffres, un chiffre pour chaque valeur, mais le problème, c'est qu'en fait, le modèle va faire des liens entre les valeurs qui n'ont absolument aucun sens. Par exemple, divorced, ça va être considéré inférieur à never married, puisque divorce est égal à 0 et never married sera égal à 4. De la même manière, never married sera inférieur à widowed. Widowed qui signifie du coup veuve ou veuve. Pourquoi? Ça n'a aucun lien en fait. Donc faire ce système d'encodage là, c'est valide dans le sens où on peut faire ça. Le modèle va fonctionner, mais il va créer des liens qui n'ont pas lieu d'être et c'est pas forcément optimal. Donc premier système d'encodage, on peut oublier. Ensuite, on peut faire de l'encodage binaire. C'est-à-dire que là, par exemple, ça pose pas de problème pour les variables telles que sexe. Au lieu de sexe, par exemple, je peux créer une autre colonne avec marqué male et faire une condition if. Donc ça, on peut faire pareil sur Excel, bien évidemment. Donc on prend si le sexe, c'est égal à male, je crois qu'il y a une majuscule, oui, voilà, il y a une majuscule, alors la valeur va être 1, sinon la valeur sera 0. Et là, vous voyez, effectivement, female 0, et ici, par exemple, voilà, sur cette ligne-là, on a male, et ici, on a 1. Donc là, on a créé une variable binaire à partir de notre dataset. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tout simplement supprimer la colonne sexe, et on aurait transformé notre variable sexe en une variable interprétable directement par notre modèle binaire. Ça pose pas de problème.
Le problème ici qui se pose, c'est que par exemple, si on va dans Native Country, vous voyez le nombre de pays qu'on a, il va falloir créer une colonne, enfin une variable du coup, par pays. Et là, ça devient tout de suite plus compliqué. Vous allez vous retrouver avec déjà là une vingtaine au moins, largement, peut-être même plus, je ne suis pas compté, une vingtaine de colonnes additionnelles. Concrètement, vous pouvez faire des erreurs, c'est sujet aux erreurs, c'est très très long, et vous allez surtout vous retrouver avec un tableau, enfin un data frame, du coup, une fois que vous l'aurez converti en Python, qui va faire 300, 400 colonnes, quoi. Parce que là, il y a Native Country, mais ça faut du coup faire pareil pour race, faut faire pareil pour occupation, faut faire pareil pour relationship, faut faire pareil pour marital status, and so on. It's way too long. Vous pouvez pas en fait faire ce système d'encodage sur des datasets qui ont énormément de variables catégorielles avec beaucoup de possibilités. Donc ça, on peut aussi oublier. Ensuite, ce qui se fait aussi, ce qui est assez rare quand même, mais donc là je vous les donne pas par ordre d'importance, hein, mais juste par ordre en fait, de ce qui se fait. Il y a ce qu'on appelle le frequency encoding, c'est-à-dire que là par exemple, au lieu de, par exemple, on va prendre la fréquence à laquelle United States apparaît dans nos données, et on va remplacer, admettons s'il apparaît dans 50% du temps, on va remplacer ça par 0.5, 0.5. Voilà. Bon, ça, on perd de l'information en fait, parce que du coup, il n'y a plus aucun lien avec la variable qu'on veut prédire, à savoir income. Nous, à la base, dans notre dataset, ce qu'on veut, du coup, c'est ce que je vous ai présenté la dernière fois, hein, ce qu'on veut, c'est savoir si une personne gagne plus ou moins que 50 000 dollars par an, en fonction, du coup, de toutes ces données ici. Voilà. Vous voyez, c'est une variable binaire. D'ailleurs, on va appeler income2 et je vais la mettre sous forme de variable binaire. C'est exactement ce que j'ai fait en fait dans le hop. Donc là, on change, c'est plus sexe, c'est income et c'est plus mail qu'on veut, c'est plus grand que 50K. Et voilà. Et là, du coup, on a notre variable binaire en income qui va nous servir du coup à classifier en fait. Voilà. Donc, si on va sur l'épisode 1, le notebook, vous voyez que c'est ce que j'ai fait juste ici. Voilà. Donc là, on importe pandas et numpy. On met le lien vers le dataset qui est juste ici. Voilà. Il est dans le notebook en fait. Le notebook est basé sur le dataset. Dans les Y, en fait, on va prendre toutes les colonnes du dataset sauf income, point drop, colonne income. Donc là, quand on print, c'est du coup, c'est la même chose que ce qu'on voit ici, hein. C'est la même chose que ce qu'il y a dans le Excel. Et pour le Y, en fait, il va s'agir seulement à l'inverse de la colonne income. Et en fait, là, le npwhere, ça va être la même chose que la condition if sur Excel. Npwhere, ça veut dire si cette condition est remplie, alors valeur si oui, virgule, valeur si non. À présent, on va voir la façon qui est, je pense, la plus fréquente même d'encoder nos variables catégorielles, qui est ce qu'on appelle le mean encoding, aussi appelé target encoding. L'idée, ça va être qu'on va prendre pour chaque valeur de notre variable la moyenne de l'output, enfin de notre Y. C'est-à-dire que là, par exemple, pour United States, la valeur d'encodage de United States, ça sera en fait l'average if, donc pour ceux qui connaissent la fonction Excel, hein. Donc là, c'est la case R3, je vais revenir, voilà. Donc l'average if dans la colonne table country, on prend R3, et si voilà, la plage en fait la plage sur laquelle on peut baser notre moyenne, c'est income2. Donc voilà. Là, la valeur d'encodage de United States sera 0,24. Pourquoi? On va revoir la formule. En fait, ça fait juste à la condition que dans Native Country, la valeur soit la valeur qui se trouve en R3, du coup la United States, alors on prend en compte la valeur de income2, du coup qui est notre Y, et on va faire la moyenne en fait à chaque fois de cette valeur. Donc dès qu'il y a une United States, ça prend en compte income2 pour faire une moyenne. Donc là, on peut tout simplement prendre un autre pays. On peut prendre, alors quel autre pays? Voilà, là il y a Mexico. Ensuite, il y a Greece aussi. Hop, 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 voilà. Et là, si du coup, je vais faire un copier-coller directement, sinon ça va bouger. Si je prends la formule et que je change R3 par Mexico, voilà, et que je fais pareil pour Greece, c'est plus United States, c'est Greece.
Là, vous voyez, on aura par exemple, là j'ai les trois valeurs d'encodage pour United States, Mexico et Greece. Et en fait, il faut faire ça pour toutes. Bon, bien évidemment, je vous rassure, hein, sur Python, il y a des moyens de le faire en un claquement de doigts, juste avec une petite fonction. Mais voilà, ça, ce sera les valeurs d'encodage de ces trois valeurs de la variable native country. Et il faut faire ça pour toutes les valeurs. Il y a deux problèmes majeurs à l'utilisation de ce système d'encodage, dont un qui est inhérent à cette méthode et qui ne peut pas du coup être changé. Et je vais vous les exposer. Le premier, du coup, le plus important, c'est que la valeur d'encodage se voit elle-même. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la ligne numéro 8, l'encodage de United States de la ligne numéro 8 dépend en fait de la valeur de income sur la ligne numéro 8. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en fait du leakage. C'est une fuite d'informations directe. Et ça, c'est un des pires biais, un des pires problèmes en machine learning, puisque ça va créer en fait une surperformance du modèle, puisque le modèle triche. Donc là, en fait, c'est pas très important pour United States. Ce problème-là, il n'est pas vraiment présent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, United States, c'est quasiment partout. On voit là, il y a quasiment que des United States. Si on va sur le dataset, on peut trouver la répartition. Hop, dans colonne. Voilà. United States, ici, il représente 90% des valeurs du dataset pour la colonne Native Country. Sauf qu'il y a 42 valeurs en tout. Donc ça veut dire que les 41 autres valeurs représentent seulement 10% du dataset. Donc il y en a certaines qui doivent avoir seulement peut-être un n qui est égal à moins de 10. Et du coup, pour ces valeurs-là, donc là, je sais pas, je peux prendre n'importe lesquelles. Si on prend par exemple El Salvador, c'est un petit pays. Bon, là, il y en a quand même beaucoup, ça va. Si on prend Équateur, voilà, Équateur, par exemple, il y en a moins. Là, Équateur, on se retrouve avec 28 fois seulement Équateur. Et du coup, plus le n est petit, en fait, plus ce biais, cette tricherie, ce leakage va avoir un impact sur notre modèle. Pourquoi? Parce que il va y avoir une information directe sur Y en fonction de la ligne. Donc je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère avoir été clair. Dans tous les cas, je réexpliquerai en détail ce problème dans l'épisode 3 qui sera concerné du coup aux erreurs sur lesquelles vraiment il faut faire très attention à ne pas tomber en machine learning et du coup par extension en utilisant le modèle 4 Boost. Donc voilà, ça on en reparlera dans l'épisode 3, c'est pas l'essentiel, mais sachez pour l'instant, ce qui est très important de retenir, c'est que c'est pas une méthode fiable. Voilà. Donc pour pallier à ce problème, il y a ce qu'on appelle le leave one out encoding, qui est exactement la même manière de faire, c'est-à-dire qu'on va faire la moyenne là du coup pour United States, de United States sur chaque ligne, mais en fait à chaque ligne on va prendre la moyenne sauf la valeur de la ligne, en omettant la valeur de la ligne. Ce qui va du coup rien changer quand on a 30 000 valeurs United States, mais qui va énormément changer quand notre n il va être égal à 10, par exemple, puisqu'on va faire la moyenne des 9 autres valeurs sans compter la valeur actuelle. Donc ça va être vraiment un gros point de différence. Donc là, on peut pallier entre guillemets à ce problème de leakage de cette façon. Maintenant, le deuxième problème que je voulais aborder, et ça qui est du coup toujours le même que ce soit avec le leave one out ou le min encoding, c'est que c'est sujet à erreur. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pris tout le dataset. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Là, je vous ai montré, là, c'est dans un but pédagogique. Mais l'idée, c'est que là, si vous encodez en fait votre variable sur l'entièreté de votre dataset, ce qui se passe, c'est que du coup, vos données de test qui sont censées être complètement exogènes au modèle, donc admettons, là, on a combien? On a 32 000 valeurs, plus ou moins. On va dire qu'on veut train notre modèle sur, allez, 30 000 plus ou moins, hein, voilà, sur plus ou moins 30 000 valeurs et qu'on veut laisser les 2000 dernières en test. Et bien en fait, il faudrait du coup faire ça. Il faudrait, je ne l'ai pas supprimé en entier, hop, hop, voilà. Il faudrait supprimer de notre dataset toutes les valeurs de test puisque sinon ça crée en fait de la tricherie. Le modèle va être entraîné en utilisant les valeurs de test aussi au niveau de l'encodage. Du coup, le modèle n'est pas neutre, il y a un biais. Et ça va donner des résultats qui sont forcément meilleurs que s'il n'avait pas vu les données de test. Donc ça, c'est un problème de fiabilité du modèle. Ça va donner des bons résultats pour une raison qui n'est pas valable. C'est un peu de la triche. Voilà. Sans compter que là, bon, pour le 4 boost, on verra, mais il y a 3 jeux de données normalement. On n'est pas sur train, test, mais on est sur train, test et validation surtout.
en fait, train validation d'un côté et test de l'autre. Mais bon, ça on en reparlera dans l'épisode 4, où on verra le pipeline complet à construire pour avoir notre modèle CatBoost prêt à l'emploi. Donc à présent, en fait, on va voir ensemble comment est-ce que CatBoost fonctionne, lui, de son côté. Et vous allez voir qu'il va tout simplement pallier à ce problème d'encodage manuel, puisque lui, il va directement encoder ses variables, oui, voilà, ses variables catégorielles, de son côté, et il n'y a pas possibilité, du coup, de se tromper, de faire le truc sur tout le dataset, de tricher, puisqu'il va le faire de son côté, en interne. Donc, si je reviens sur le code, hop, le code il est où? Il est là, notebook. Donc ça, je viens de vous le présenter déjà. Ça nous donne du coup notre data frame sur lequel on va travailler. Et là, je vous ai mis du coup les variables catégorielles et ici les variables numériques qu'on n'a pas besoin de changer pour entraîner notre modèle. Voilà. Maintenant, ici, vous avez la formule. Donc, cette formule, elle n'est pas tirée de nulle part, hein. Vous avez le lien ici, la source. C'est directement la source, c'est CatBoost, comment dire, les développeurs de CatBoost qui la donnent, hein. CatBoost, c'est un projet open source. Donc, c'est ce que vous retrouvez, voilà, juste ici. Bon. Donc, voilà. En gros, comment est-ce que l'encodage fonctionne avec CatBoost? On a countInClass plus prior, prior étant une constante, comme d'ailleurs le 1 ici. On divise ça par total count plus 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Count in class i, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ça va être exactement le même principe en fait que la moyenne, sauf que on va prendre la moyenne seulement des valeurs que le dataset que le modèle a déjà vues. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la ligne 13, on va forcément, exactement comme le leave one out, ne pas prendre la ligne 13 pour pas avoir de fuite d'informations. Mais en plus de ça, on va prendre seulement les valeurs qui sont juste avant la ligne 13. On ne va pas regarder après. Alors pour ceux à qui, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais en deep learning, quand on utilise un CNN, ça revient à faire un padding causal, en fait. Bon, voilà. Bon. En fait, l'idée, c'est que comme ça, on regarde que les valeurs qui sont déjà sorties pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite de données. Donc, admettons que je veuille encoder la variable qui se trouve ici en ligne 15. Voilà, je vais surligner la ligne, comme ça on voit bien. Ce qui va se passer, c'est quoi? Donc là, ici, je vais marquer la formule. Alors, dans la première parenthèse, ça va être ce qui va être, du coup, dans notre numérateur. Notre numérateur, ça va être tout simplement, en fait, une sum if. Voilà, une sum si. Donc, sum si, donc la condition, ça va être que ici, dans le range, qui est juste au-dessus, sans compter, encore une fois, hein, la ligne à laquelle on est. Alors, le critériat, c'est que ce soit United States. Et le range, la plage de somme la plage à sommer, voilà, c'est income, du coup, qui est parallèle à native country. Bon, voilà, ça va être notre numérateur auquel on va ajouter 1, puisque on va considérer que la constante, le prior, est égal à 1. Maintenant, on va diviser ça par le count du nombre de United States qu'il y a, en fait, le nombre de fois où la valeur est sortie précédemment. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment, seulement, on va prendre seulement les valeurs qui ont déjà été vues par le modèle. Donc, divisé par count. Count, d'ailleurs, on va remettre une parenthèse ici. Count if, d'ailleurs. Voilà, c'est pas un count normal. Count if. Ici, le critériat, c'est que ce soit toujours United States. Et voilà. Et à ce quantif, on va rajouter le 1. Et voilà, là, pour la ligne 15, à la place de United States, on aura la valeur juste ici, qui est du coup 0,38. Si on fait, pour avoir la valeur de la ligne 14, du coup, on aurait fait tout ce qu'il y a juste avant la ligne 14, etc. Donc voilà, j'aurais pu perdre mon temps, entre guillemets, à vous expliquer en détail le truc de la fonction. Là, j'espère que ça a été clair, puisque on a l'exemple concret sur le Excel. Donc voilà, on prend la moyenne, enfin, on somme toutes les fois où la valeur a été, du coup, vu que nous on fait de la classification, a été 1, on ajoute la constante et on divise le tout par le nombre de fois où la valeur est sortie, plus le 1 ici. Alors, le 1 et la constante, ici, ils servent à quoi? Ils servent, en fait, lorsque le n est très petit, c'est de la régularisation, en fait. L'idée, c'est d'éviter les valeurs extrêmes, voilà, pour simplifier. Donc, une fois qu'on a ça, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, il faut les déclarer, nos variables catégorielles.
Et du coup, c'est sur ça qu'on va finir la vidéo. En fait, on va tout simplement créer une variable nommée catcall et on va prendre dans notre x, du coup x contient toutes nos features, rappelez-vous, voilà, c'est ce qu'on a print. Et du coup, on va prendre toutes les colonnes et on va les mettre dans une liste qui ont comme type object et du coup non pas un nombre, voilà. Et du coup, quand on print cette liste, on voit que ça print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. Et c'est ce qu'on a précédemment, c'est les mêmes. Donc c'est pour vous montrer que ça fonctionne bien, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À présent, vous savez de A à Z comment fonctionne l'encodage, le système d'encodage interne au modèle CatBoost. On a vu aussi ensemble les autres possibilités d'encodage manuel que normalement on fait avec les modèles de machine learning quand il n'y a pas de fonction native. Donc, il y a forcément d'autres manières d'encodage, mais ces manières-là sont vraiment les plus fréquentes. C'est pas exhaustif parce que c'est impossible de vous faire quelque chose d'exhaustif complet, quoi. Mais il y a le principal. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Et on se revoit dans l'épisode 2 qui sort mardi à 18h, puisque chaque épisode sort le mardi à 18h. Et dans l'épisode 2, on verra pourquoi est-ce que, et dans quel cas, le modèle CatBoost surpasse le modèle XGBoost ou Random Forest ou les autres modèles en fait de Decision Tree. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée.